Salut à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Maxime, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait peur, un sujet grave. On va parler de sécurité dans la location courte durée. Je vous parle pas de sécurité de revenus, je vous parle pas de sécurité financière, non. Là, je vous parle bien de sécurité physique. Et pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir Marie qui a monté Secure Score, notre experte en sécurité. Elle va nous apporter toute sa vision, son expertise sur le sujet. Bonjour Marie. Bonjour Maxime, merci de me recevoir dans ton podcast. C'est un grand plaisir. Tu m'avais contacté il y a quelque temps sur LinkedIn pour qu'on puisse échanger sur les différents sujets qui font nos journées. Et parmi les sujets qui font tes journées, toi, c'est justement la sécurité au sens propre du terme dans les locations courte durée, notamment parce que tu as créé un indice, comment on va appeler ça, une échelle de notation. Le Nutri-Score de la sécurité ? Le Nutri-Score de la sécurité, c'est magnifique, c'est marketé. Parce que, on l'a constaté, la sécurité, on n'en parle pas souvent en location courte durée, sauf dans les faits divers. Et quand on en parle, c'est rarement pour dire que ça s'est bien passé. Et c'est souvent des drames qu'on a l'occasion de découvrir dans les journaux, notamment la presse locale. Et il y a un sujet qui revient à chaque fois, c'est à qui la faute. Alors, si clairement on peut aller sur ce terrain-là, c'est qui est le responsable de tout ça. Donc je te propose qu'on fasse un épisode sur cette thématique-là, si ça te va. Avec plaisir. Avant de commencer, comme d'hab, je fais la petite pub du Triplex. Comme vous le savez, vous êtes vraiment au fait de tout ça. Les notations, c'est comme sur Airbnb et Booking. C'est extrêmement important pour le Triplex. Donc, si vous pouvez nous laisser un commentaire, une évaluation sur votre plateforme d'écoute, on en serait ravis parce que c'est grâce à ces évaluations, grâce à vos abonnements quand vous vous abonnez sur les plateformes, qu'on peut remonter dans les algorithmes. Quand on remonte dans les algorithmes, on est plus visible, et plus on est visible et plus on peut aller solliciter des experts dans leur domaine pour venir parler dans le podcast. On vous prépare énormément d'épisodes à forte valeur ajoutée. Ça, c'est grâce à vous, grâce à vos abonnements. Et si vous voulez retrouver chaque semaine l'épisode qu'on vous a préparé, le bon plan qu'on arrive à vous négocier, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur notre site internet, le-triplex.com. Comme ça, vous recevez dans votre boîte mail le mardi matin toutes les informations. Marie, comme c'est le deuxième épisode qu'on enregistre à la suite, Marie a déjà entendu cette introduction dans l'épisode d'avant, ce qui est assez terrible, j'imagine, pour elle. Marie, merci vraiment d'être là. Est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter et surtout après présenter l'aspect de toi qui vient nous parler de sécurité, pourquoi tu es experte dans le domaine? Avec plaisir. Alors effectivement, je travaille dans le milieu du meublé de tourisme depuis plus de 6 ans maintenant. Initialement, j'ai suivi une formation en hôtellerie, donc un parcours assez classique, un BTS, voilà. Et ensuite, après plusieurs années d'expérience en hôtellerie, j'ai été débauchée pour intégrer une agence qui fait uniquement de la gestion de meublés de tourisme. Et au fil des années, la question s'est posée effectivement de la sécurité dans les meublés de tourisme. On s'est rendu compte que chaque propriétaire avait une vision différente, chaque gestionnaire a une vision différente, et effectivement que la loi a une vision également propre à elle-même. En hôtellerie, quand vous réservez dans une résidence, Pierre et Vacances, Odalis, que vous allez à l'Ibis, au Sofitel, ou même dans un hôtel indépendant, vous savez qu'il y a des contrôles. Avant d'ouvrir un hôtel, vous avez cette épée de Damoclès. Tant que la commission de sécurité ne vous a pas autorisé, vous n'ouvrez pas votre hôtel. Là, pour le meublé de tourisme, tout ça n'existe pas.
Donc effectivement, la question s'est posée, à plusieurs reprises. Il y a du travail, il y a de la recherche, il faut s'informer, il faut se former. C'est pas, quelque chose c'est un sujet qui est très vaste. Et effectivement, Mmh. malheureusement, donc moi je suis basée en Alsace, très belle région, connue pour les marchés de Noël, mais également connue maintenant, pour, le drame de Winsenheim. Il y a eu un grave incendie dans des meublés de tourisme, donc juste à côté de Colmar, et il y a eu une dizaine de morts. Donc effectivement, là, ça nous a un peu chahuté le matin quand on se réveille et qu'on voit les actualités, parce que finalement, en fait, ben, c'est à côté de chez nous. Vous ouvrez la fenêtre et c'est le village d'à côté, donc la question se pose. Donc là, vous remettez déjà un petit peu en question. Et puis après, donc là, c'était au mois d'août. Au mois de décembre, vous avez de nouveau un incendie dans un logement avec 2 meublés de tourisme au-dessus également qui ont été évacués, mais qui ont également pris feu. Donc la question se pose aussi, surtout quand c'est en plein milieu des marchés de Noël et que vous avez un tas d'éléments carbonisés et que vous passez dans la rue et que tout le monde passe dans la rue devant. Et puis on en rajoute un petit troisième, malheureusement, hein, jamais 203, qui heureusement n'a pas fait de décès, mais à quelques kilomètres de Strasbourg. Donc c'est vrai que c'est une série de faits divers qui auraient pu rester juste une de JT, de journal local, et qui finalement apportait une réflexion beaucoup plus profonde et beaucoup plus technique. Et du coup, à la création de Secure Score, donc initialement un label en auto-évaluation pour que chaque propriétaire puisse évaluer son niveau de meublé de tourisme. Et une dernière version qui vient de sortir, où là, effectivement, c'est des professionnels habilités qui se déplacent pour faire les vérifications et donner un certificat labellisé. Et on est sur une note qui va de A à E, comme le Nutri-Score finalement. OK. Ouais, je te remercie pour cette présentation et puis pour le rappel, de, bah, de ces tristes, faits finalement. Hem, Est-ce que pour y voir un peu plus clair, on peut, peut-être donner la définition, heu, de ce qu'on entend par sécurité dans la location courte durée? Parce que là, tu as évoqué bien sûr les risques, d'incendie, mais est-ce qu'on n'a pas plutôt une vision un peu plus globale de tout ce qui est risque et qui est concerné par ces risques? Je Alors, parle pas en termes de responsabilité, je te parle en termes de vulnérabilité, hein. En termes de sécurité, on va déjà séparer les locations en deux. Vous allez avoir tout ce qui, tous les hébergements où dans un même hébergement, vous allez avoir 16 personnes ou plus. Donc, à partir de la 16e personne dans un appartement, dans une maison, après, il y a certaines règles spécifiques pour les copropriétés, mais tout ce qui est à partir de 16, on est en ERP, établissement recevant D'accord. du public. Là, le cadre, il est carré, il est comme pour les hôtels. Vous avez une commission de sécurité. Donc pour cela, la question ne se pose pas. Il y a déjà des contrôles et des normes qui sont établis. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le plus commun, c'est tout ce qui est jusqu'à 15 personnes. Donc, quand je dis 15 personnes, ça va être adultes, enfants, bébés compris. Les bébés comptent. Je sais qu'Airbnb, dans sa comptabilité, ne les met pas, mais un bébé compte comme une personne en termes de risque. Et donc, les risques, lesquels sont-ils? Il va y avoir donc celui qu'on a parlé, le risque incendie, le risque électrique, il va y avoir le risque de chute, le risque de noyade, le risque d'intoxication. Donc ça, c'est les principaux risques, et bien sûr le risque de l'environnement du logement. Et on parlait, donc du coup, on parle en termes de personnes vulnérables. On pense bien, évidemment, en premier lieu aux voyageurs qui viendraient, aux clients. Mais si j'ai bien compris en échangeant avec toi, c'est une vision un peu étriquée. Il faut voir Alors, plus large. alors effectivement, on parle de la guerre anti-Airbnb. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous sécurisez votre logement, c'est également un risque en moins que vous faites courir au voisinage. On l'a vu notamment à l'incendie de Colmar, le feu est parti d'un logement et s'est propagé aux autres. Donc finalement, si on donne des exemples, c'est pas propre au meublé de tourisme, mais les explosions de gaz qu'il y a eu dans des grandes villes, pareil, le risque en fait, vous le faites courir à vos voyageurs, mais également au voisinage. Donc même si les politiques ont tendance à dire vous causez du tort,
Dites-vous qu'en sécurisant votre logement, c'est aussi la sécurité de vos voisins à laquelle vous participez. Ok. Et quand on parle de risque, on parle de dégâts. Et l'enjeu central des risques, c'est la définition de la responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu parles de l'incendie. Moi, quand j'ai vu ces articles qui étaient sortis, ils disaient bah, c'est le voyageur qui est responsable de l'incendie. Ah bah non, c'est le propriétaire. Ah bah non. Finalement, il avait une conciergerie, donc c'était peut-être à la conciergerie d'avoir vérifié que ça soit en bon état. Et en fait, finalement, tout le monde se jette la balle. Donc, quand on parle de risque, on parle de responsabilité également. Donc, il y a des victimes et donc il doit y avoir des Des coupables, des indemnisations et des responsables. coupables. Et donc, du coup, aujourd'hui, faire ce cadre-là, moi, je trouve il est intéressant de se pencher dessus parce que finalement, un propriétaire qui aurait son bien, on se dit, mais moi, je suis plus responsable de rien, je l'ai mis en gestion à une conciergerie. Puis, à une conciergerie, à se dire, bah, moi, c'est pas moi le propriétaire, donc je me dédouane du risque. Et puis, le voyageur, lui, in fine, il vient en se disant, il y a zéro risque. C'est comme un hôtel. Donc, finalement, dans aucun cas, c'est vrai. Et je trouve que c'est ça qui est extrêmement problématique aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous apporter, toi, ta vision là-dessus? Alors effectivement, Maxime, tu as bien résumé les choses. La problématique, c'est que beaucoup de personnes ne se sentent pas concernées et pensent que c'est les autres. Et que ce soit le propriétaire, le gestionnaire ou les plateformes, ainsi que le voyageur. On sait que les 3/4 des voyageurs qu'on a pu interroger se sentent concernés par les mesures de sécurité qui peuvent être prises pour leur séjour, mais la moitié des voyageurs interrogés estiment que à partir du moment où ils réservent sur Airbnb ou Booking, ils considèrent que le propriétaire ou le gestionnaire a fait le nécessaire pour que le séjour se passe en toute sécurité. Donc effectivement, la vision est un peu biaisée. On va reprendre les échelons. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il se passe quelque chose dans un logement, vous allez généralement faire jouer votre assurance. Votre assurance ou l'assurance du voyageur va chercher effectivement un responsable, un coupable. La recherche, on l'a vu dans les différents faits divers, s'est retournée sur les différents échelons. Les recherches de coupables ne vont pas s'arrêter au premier échelon. Ça veut dire que s'il y a un propriétaire, effectivement, le propriétaire peut être responsable. Il a un gestionnaire. Depuis la loi Le Meur, le gestionnaire est responsable à la même hauteur que le propriétaire. Et derrière, effectivement, il peut également y avoir la responsabilité des communes, des mairies qui ont autorisé ou en tout cas qui ont fermé les yeux sur certaines choses. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de. euh, Du coup, la responsabilité, elle est chez chacun. Ouais, et puis comme tu as dit, là, on a imaginé le scénario du pire avec des victimes. Donc là, police, enquête. Dans un scénario où il n'y a pas forcément de victimes, mais où il y a juste des dégâts, ce sont les assurances qui recherchent les responsables. Parce que bien forcément, une assurance ne paye pas si son assuré n'est pas responsable. Donc elle va le chercher au maximum à dédouaner son assuré pour ne pas avoir à payer pour lui. Donc il y a une vraie recherche. Et donc c'est là aussi où il faut bien avoir conscience de ses propres responsabilités pour pas se retrouver mis en défaut vis-à-vis de son assurance. Exactement. En fait, l'idée, et c'est chez Secure Score, l'idée c'est de sensibiliser le propriétaire, le gestionnaire, c'est également pour ça qu'on vous a sollicité, dans le sens où la prévention, l'information est très importante et pour l'instant n'est pas facilement accessible. Nous, on l'a vu quand on a voulu se lancer dans ce projet. Ça a été compliqué, il a fallu interroger beaucoup de professionnels, tous n'avaient pas obligatoirement les réponses aux questions. Et c'est vrai que si on n'informe pas déjà correctement les gestionnaires, si on n'informe pas correctement les propriétaires, c'est difficile également pour eux de mettre en place des bonnes actions. Mais par contre, le jour où il se passera quelque chose, l'assurance, elle, effectivement, ce qu'elle va chercher, c'est comme dans un accident de voiture,
Mmh. qui est en tort de manière à, ben, pas on va dire indemniser le moins possible, voilà, clairement, on va pas se Ouais, mentir. ouais, ou à aller chercher l'argent chez la personne L'autre qui est responsable assurance. ou à défaut, se retourner, contre contre le responsable. Si le propriétaire dit: «Mais en fait, vous avez pas respecté, les engagements qui étaient les vôtres en vous assurant chez nous, du coup, vous n'êtes pas assuré». Hem et c'est j'ai 2 éléments qui me viennent en tête, tu vois? Tu parlais tout à l'heure des ERP, des établissements recevant du public, donc à savoir qu'une LCD qui dépasse, donc comme tu le disais, 15 personnes, dès la 16e personne, on est considéré comme un ERP. ERP, un hôtel est soumis à des règles, de sécurité drastiques, qui sont extrêmement importantes et comme tu l'as dit, s'il n'y a pas les certificats, l'hôtel, ne peut pas ouvrir. Hem et c'est d'ailleurs une des revendications des hôteliers, c'est de dire: «Mais nous, on est obligé d'avoir des commissions, sécurité, commissions incendie, choses comme ça, d'avoir des plans d'évacuation, des sorties de secours, des extincteurs». Aujourd'hui, c'est pas le cas pour les locations courte durée. Hem, Simplement, eux savent dans quel cadre ils doivent évoluer. Aujourd'hui, le cadre dans la location courte durée, on a presque l'impression que c'est, comme dans certaines lois, agir en bon père de famille. C'est-à-dire, tu prendras, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des occupants. Point. Ça ne va pas plus loin et donc ça reste à la libre appréciation de chacun, ce qui peut être quand même relativement limité. Je vais te faire un parallèle avec les ménages. Quand on fait de la location courte durée, on fait pas les mêmes ménages que quand qu'on fait chez soi. C'est-à-dire que le personnel de ménage qui va intervenir pour faire le ménage chez un particulier, n'appliquera pas les mêmes process pour faire le ménage dans une location courte durée. Sinon, ça ne sera pas au niveau des standards et des attentes des voyageurs. Bah, pour la sécurité, c'est presque la même vision qu'il faut avoir. C'est même pas presque, c'est la même vision qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité, vous n'allez pas appliquer les mêmes règles à une location que vous allez proposer en longue durée à un étudiant et à un établissement recevant du public. Parce que la consommation du logement n'est pas la même. Ça, c'est ma vision à moi. C'est de se dire, on a des allées et venues, les personnes ne savent pas forcément utiliser les différents matériaux, vont pourquoi pas brancher des choses qui ne sont pas adaptées sur les prises, et puis s'attendent aussi à avoir des mesures de sécurité et seront peut-être moins vigilants aussi. C'est avoir des détecteurs de fumée, des choses. Avoir plus que le minimum nécessaire. Alors effectivement, actuellement, le meublé de tourisme jusqu'à la 15e personne, on s'arrête effectivement à ce qu'on appelle, la législation habitation. Ça veut dire que, ton expression bon père de famille est exactement le bon élément. En soi, si vraiment on faisait le strict minimum, on mettrait un détecteur, de fumée et une installation électrique aux normes. Bon, alors la première chose, c'est qui contrôle? En tant que conciergerie, en tant qu'agence immobilière, qui demande les diagnostics à un propriétaire? Ça, c'est déjà la première chose. Commençons par Mm. là. Le voyageur, lui, il va partir du principe que les choses ont été bien faites. Moi, pour Exactement. avoir déjà eu des diagnostics entre les mains, il y en a certains, je ne dis pas que c'est une généralité, hein, il y a des personnes qui font très bien les choses. Malheureusement, il y a des personnes qui font mal les choses et c'est ces personnes qui font mal les choses qui ont un mauvais impact sur l'image de notre secteur qui est actuellement dans le viseur des autorités. Donc nous, notre idée chez Secure Score, c'est pas dire il faut interdire ou il faut obliger. Notre idée, c'est réglementer. Ça veut dire donner un cadre pour que chacun parte avec les mêmes bases et les mêmes informations. Mm, Parce mm. qu'effectivement, on a un grand manque d'informations et quand vous échangez avec les propriétaires, vous vous rendez compte que c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas. Exactement. Voilà. Bah, c'est l'objectif hein, de cet épisode aujourd'hui. Hein. Clairement, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, de pousser les propriétaires, les conciergeries à se renseigner sur le sujet. Mais c'est vrai que pour moi, avec ma vision, Maxime, du triplex, il y a très très peu d'informations sur le sujet. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de consulter, voir différentes formations pour les conciergeries. Dans toutes celles que j'ai vues, l'aspect sécurité n'est pas
abordé, si ce n'est pour la RC Pro et comment on assure le logement parce que par rapport à la spécificité Airbnb. Et quand on pose la question du risque aux propriétaires, aux conciergeries, le premier risque qu'ils disent, c'est si mes voyageurs cassent quelque chose chez moi. Ça, c'est la notion de risque, elle est là, mais jamais s'il y a le feu. Par exemple, s'il y a le feu chez moi, mais s'il y a le feu chez voisin aussi. Comment, en fait, on est dans un immeuble, il y a le feu chez le voisin, comment je fais évacuer mes voyageurs? Comment est-ce qu'ils ont l'information qu'il y a le feu? Est-ce que j'ai des détecteurs de fumée? Comment? Heu, c'est des petites choses, qui aujourd'hui, heu, on se pose la question chez nous, ou pas, hein, je sais pas, ça appartient à chacun, mais de se dire, «S'il y a le feu chez moi, comment je sors?» Heu, Quand on part en voyage, la question, on se la pose pas parce qu'on se dit que, bah, ça a été sous-traité. Moi, cette question d'évacuation, ou de gestion, du risque, je l'ai sous-traitée à la personne chez qui m'accueille. Sauf qu'aujourd'hui, bah, ces personnes qui accueillent, elles n'ont pas les informations pour gérer, comme il faut. Et je dis pas qu'il doit y avoir un cadre aussi contraignant que dans l'hôtellerie, heu, mais c'est vrai que c'est une des incohérences que soulignent les hôteliers, c'est de se dire: «Nous, on a un cadre qui est quand même très, très strict et qu'il y ait même pas au moins un embryon de règles à respecter, au moins les bonnes pratiques à suivre, qui existent». Alors effectivement, la problématique est très large. L'année dernière, on a eu le plaisir de présenter en fait, notre lancement, sur, le salon de J'affiche complet, le rendez-vous, des professionnels, où on a gagné le grand prix de l'innovation. Et effectivement, les premières personnes qui sont venues me voir en me disant: «Ah, vous proposez un système, de sécurité, mais, dans l'esprit caméra de surveillance». Et effectivement, Et sécurité du logement, c'est sécurité en termes de serrure connectée, en termes de vidéosurveillance. Et c'est vrai que beaucoup ne s'étaient pas posé la question du risque d'accident, d'incident dans le logement, autre que une télé cassée ou un verre cassé. ouais, Euh, c'est là où, moi, tu vois, je viens du domaine des transports et on distinguait sécurité et sûreté. Et la sûreté, c'est tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, les agressions, les mauvais comportements, la casse, volontaire. Ça, c'est de la sûreté et c'est pour ça que, ceux qui prennent le train connaissent peut-être la SUGE, ça s'appelle la sûreté générale, c'est pour protéger. Et la sécurité, par contre, c'était les freins, c'était, les systèmes de protection des voyageurs, les systèmes électriques. Donc ça, c'est la sécurité. Et on a souvent comme on parle d'insécurité dans les médias, on a tendance à confondre les deux sujets et de se dire que quand tu vas parler de sécurité dans un logement, on va parler de la sécurité du logement et non pas de ses occupants. Exactement. Donc c'est vrai que le sujet est vaste, le sujet est profond. On pense, facilement aux incendies parce que c'est ce qui est le plus visible. Mm. Moi, je donne souvent un exemple, quand je pose la question aux propriétaires, c'est, si vous avez un logement ancien, est-ce que vous avez un diagnostic plomb? Alors la question peut paraître bizarre, mais en fait, le plomb, risque de saturnisme. On sait que les enfants ont tendance à aller lécher un petit peu tout, donc en plus ils sont sensibles. Airbnb a déjà dû être confronté à ce problème, sachant que dans la aircover propriétaire, vous n'êtes pas couvert pour les problèmes liés au saturnisme. Donc c'est la preuve que D'accord. la problématique s'est déjà posée, même si on ne se pose pas tous la question, la problématique s'est déjà posée. Donc là, je vais un peu loin, mais c'est vrai que sur des logements, il y a des choses simples, hein. Déjà, le fait d'avoir des diagnostics électriques, des diagnostics gaz sans anomalie. On va commencer par le début. Ça, déjà, c'est quelque chose qui permet de diminuer le risque. Ensuite, effectivement, on parle du détecteur de fumée qui est obligatoire. Quid du détecteur de monoxyde? Les plateformes le Mhm. mettent un peu plus en avant, effectivement, mais effectivement, s'il y a une source de monoxyde, pourquoi on ne met pas de détecteur de monoxyde? Ça reste un gaz qui est invisible, indolore, incolore. Le risque est là. Ouais, et tu vois, moi qui suis voyageur dans le triplex, j'ai un peu, c'est un peu mon rôle. Ça, on s'attribue des rôles dans le triplex, et moi, c'est celui qui prend la casquette du voyageur. Moi, quand je lis sur Airbnb détecteur de monoxyde de carbone, ça me passe, mais alors, tellement loin au-dessus, parce que, en fait, pour moi, ce n'est pas un argument, tu vois.
C'est comme si tu me disais, bah, j'ai mis un disjoncteur chez moi. Tu vois? Bah oui, tu vois, c'est normal. Je vais pas te demander de Alors, mets-moi les trucs de sécurité, tu vois? et effectivement, mais c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire en soi. Si on lit Oui, la oui, bah, loi mais telle c'est qu'elle même est, pas obligatoire chez les propriétaires de cheminées à titre perso. exactement. C'est juste une recommandation. Exactement. Combien de conciergeries ou d'agences immobilières pensent à demander l'entretien annuel des chaudières gaz et le certificat du double ramonage pour les cheminées? Mmh. Voilà, c'est des petits détails comme ça. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui est factuel, qui est facilement accessible. Il y a des éléments qui le sont un peu moins. On parlait tout à l'heure de risque de chute. C'est vrai que sur les appartements avec des balcons, des terrasses, des duplex, des escaliers et des mezzanines, il y existe des normes pour les rambardes. Ça veut dire des normes en termes d'écart entre les barreaux, mais également une norme de résistance pour quand on s'appuie dessus. Et ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de propriétaires qui disent: «Ah oui, mais alors l'appartement, je l'ai rénové moi-même, il est parfait». Alors Ah oui. effectivement, il est parfait. Par contre, ta rambarde en bois flotté, elle est magnifique en photo. Pour des enfants ou même alors on pense souvent enfants effectivement en premier. Heu, En deuxième, on va Mais penser plus facilement aux personnes âgées. Ce qu'on oublie aussi, c'est, on est dans un lieu de vie, un lieu de partage et on va avoir des personnes qui vont être alcoolisées sans être obligatoirement ivres, mais qui ne seront pas en possession totale de leurs moyens et effectivement, c'est à ce moment-là qu'on voit les limites de certains équipements dans les logements. mmh, tu vois, moi qui ai des enfants, heu, j'ai une application tout de suite, hein, de tes barreaux. Je suis allé chez un ami qui justement avait rénové sa maison, une maison ancienne. Et ma petite part dans les escaliers, donc c'est un enfant, on fait attention. Il me dit: «Non, c'est pas des escaliers normaux, donc fais-y encore plus attention. Le côté escalier, c'est pas le risque de chute, c'est qu'en fait les barreaux ne sont pas aux normes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les normes sont plus drastiques pour que les barreaux soient plus rapprochés et donc en gros, elle peut mettre sa tête». Parce que moi, c'est les escaliers d'il y a 60 ans, donc il y avait, un espacement et donc du coup, en fait, si elle peut passer sa tête, elle peut passer le reste et donc elle peut tomber d'un endroit où tu t'y attends pas et où tu aurais pas surveillé. Donc c'est vraiment hyper important, tu vois, de surveiller tous ces aspects-là et on peut les surveiller parce qu'on est au courant qu'il faut les surveiller, tu vois? Si toi, tu en as Exactement. pas conscience, c'est difficile de les voir. Je crois, on parle d'escalier rapidement. Mais je crois qu'en termes de mortalité, je crois que c'est, l'endroit le plus mortel, en termes d'accidents, de vie domestique. Je crois que c'est là où il y a eu le plus d'accidents mortels en France, c'est dans les escaliers. C'est un des risques importants. Là, on va arriver sur les bons jours. Il y a un risque aussi très important, ça va être les piscines. Ah oui. Les piscines, il ne faut pas oublier que vous avez une liste de protection déterminée par la loi avec des normes à respecter. Euh, Mmh. on peut effectivement, alors c'est très esthétique, hein, les couvertures, les volets actuellement sont énormément à la mode parce que sont quasiment invisibles. C'est sûr que par rapport à des barrières, c'est beaucoup plus simple. Mais malheureusement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le voyageur, il va découvrir la piscine le matin et potentiellement la laisser découverte pendant tout le reste du séjour. L'investissement est pas cher, mais rajouter une alarme est un vrai plus. En fait, Mmh. il faut réfléchir et anticiper le risque. Il faut informer le voyageur en lui donnant les clés, justement en lui rappelant qu'une piscine, c'est un risque, qu'il faut penser soit à remettre l'alarme, soit à remettre la couverture quand il ne l'utilise pas. Faire attention, effectivement, alors ça peut paraître bête, mais dire, voilà, vous êtes au bord de la piscine, il y a un adulte qui est désigné pour surveiller les enfants. Parce que si Mmh. on pense que, OK, on surveille, le on, en fait, il y en a un qui va Ouais. être en discussion et on n'aura que la moitié du suivi. Alors, ça peut paraître bête, mais voilà, informer le voyageur sur les risques. Ce qu'il faut savoir, dans tous les cas, même si vous faites signer une décharge à un voyageur, vous n'êtes pas libéré totalement légalement. Ça veut dire que même Mmh. en faisant signer une décharge, même voilà, si par exemple votre escalier n'est pas aux normes et que vous faites signer une décharge au voyageur, vous n'êtes pas couvert. Par contre, Il y a effectivement, si votre piscine, vous avez mis la couverture, vous avez mis l'alarme, vous avez fait signer au voyageur
une notice d'information pour lui expliquer comment ça fonctionne et l'importance de la sécurité, oui, effectivement, là, juridiquement, vous êtes couvert parce que vous aurez mis tous les moyens Oui. possibles pour la sécurité. Mais une décharge ne couvre pas légalement un propriétaire ou un gestionnaire. Mmh. Les piscines, alors ça, c'est peut-être une idée perçue que j'ai, hein, mais les piscines, souvent les propriétaires sont quand même très au fait, de la responsabilité en cas de problème, simplement parce qu'il y a ce truc un peu, heu, très, très particulier, mais quelqu'un rentre par effraction chez toi et se met dans la piscine, tu propriétaire de la piscine, tu es responsable. Exactement. Et donc du coup, bon, bah, quand tu as notion de ça, tu te dis: «Bon, bah, si je fais payer des gens pour venir dormir chez moi, c'est vrai que si j'ai une piscine et que, déjà que les gars qui rentrent par effraction, s'ils ont un problème, c'est moi qui suis responsable. Si en plus ils ont payé, alors là, je suis doublement responsable». Donc je pense que sur cet aspect-là, on est très, très vigilant, sur le risque. Mais il faut pas oublier un truc, c'est que quand il y a un problème, on cherche un coupable. Tu vois? Quand tout va bien, on va dire: «Oh mais vos escaliers, je ferai attention. Oh mais la piscine, je vais faire attention». Mais par contre, s'il y a un problème, là, on va pas faire dans le détail. Et d'ailleurs, tu vois, je me posais en termes de questions, est-ce que, heu, c'est intéressant? Est-ce que c'est, pertinent dans une location courte durée, et on va distinguer, une maison d'un appartement, mais de faire un peu comme dans un hôtel. Je sais pas si tu vois dans les hôtels, dès que tu fermes la porte, de toute façon, tu es obligé d'avoir le plan d'évacuation derrière la porte. Est-ce que finalement ça, ce serait pas intéressant aussi de dire, pour sortir, s'il y a de la fumée partout, et bah, tenez-vous à ça et descendez par là et allez sur le parking? Alors, on va aller un peu plus loin. En fait, ta réflexion est déjà, excuse-moi, mais ta réflexion en fait est déjà mauvaise. Ce qu'il faut D'accord. savoir, effectivement, c'est que on n'a pas obligatoirement les bons réflexes en cas d'incendie. En cas d'incendie, il ne faut pas penser toujours à vouloir quitter le logement. Le plan Oui, c'est il faut d'information, effectivement, faut se le, calfeutrer, faut se voilà, le plan d'information est important parce que le voyageur ne va pas connaître la situation, mais il ne faut pas hésiter à lui rappeler que si, par exemple, il y a de la fumée dans les escaliers, il ne faut pas évacuer dans les escaliers, dans le sens où finalement, il y a plus de risques qu'il meure d'intoxication au monoxyde de carbone, le fameux gaz, à cause des fumées avant d'arriver en bas. Donc, il est préférable qu'il reste dans le logement, qu'il se calfeutre, qu'il se signale aux fenêtres, ne pas hésiter à lui indiquer quelles sont les fenêtres visibles depuis la rue. dans les Et hôtels, c'est ça, c'est le fameux point rouge. alors, et entre autres, oui, effectivement, mais voilà, cette envie de vouloir évacuer, oui, si le feu est dans le logement et n'a pas encore atteint les parties communes, oui, il faut évacuer. Si le feu, il est en dessous de vous, ça sert à rien. Si le feu, il est au-dessus et que vous êtes bloqué par les fumées, vous courez plus de risques à évacuer. Donc, c'est plutôt une notice d'information, de sensibilisation auprès du voyageur, effectivement, à lui indiquer ce type de consigne. Après, c'est C'est un livret spécial ou c'est dans le livret d'accueil que tu mets ça? alors tu peux le mettre dans le livret d'accueil, tu peux, le mettre, en affichage derrière la porte, tu peux faire les 2. Tu peux également le mettre, dans, le guide d'arrivée, en fait, en petite notice, pour qu'il ait l'information avant d'arriver. Certains aussi, des choses qui sont simples, mais mettre à disposition des voyageurs les numéros de téléphone. Ça veut dire que, Le centre un Américain, antipoison. le centre antipoison, le 112, qui est un peu un Ah oui, numéro c'est vrai, universel. tu vois, là, tu me dis les étrangers, ben oui, oui, Les parce que étrangers, forcément les effectivement, numéros de téléphone sont pas les mêmes. voilà, les Américains vont pas appeler le 911. Le 911 a une aura internationale parce qu'il y a des séries américaines. Combien de personnes savent qu'il faut appeler le 18 quand vous venez en France? Voilà. Mmh. Donc voilà, ne pas hésiter à adapter effectivement en fonction des situations, les informations. L'information est toujours très importante. Après, la sensibilisation des voyageurs le reste aussi. Quand vous êtes dans des zones comme le sud de la France, où vous avez des risques incendie, des risques de feux de forêt, c'est également très important de sensibiliser vos voyageurs à ce qu'il ne faut pas faire. En été, sécheresse, un départ de feu peut partir très vite. Vous avez des obligations en tant que propriétaire, notamment en termes de débroussaillage autour de la propriété. C'est pour ça quand je parlais de risque d'environnement, mais également ne pas hésiter à informer le voyageur sur comment réagir s'ils étaient face au risque. Mmh. Voilà. Tout à fait.
Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, alors forcément un peu effrayant. L'idée de cet épisode, c'était pas forcément de faire tout le tour des risques, parce que bien sûr, il y en a des centaines et on n'en dormirait plus la nuit. Mais déjà une première sensibilisation à se dire, ok, il faut peut-être avoir un regard, une vigilance accrue. Comme on l'a pour le ménage finalement. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, mais je le trouve extrêmement pertinent, c'est de se dire la sécurité, il faut avoir une vision spécifique à la location courte durée pour bien appliquer. Pourquoi pas aller regarder les normes des hôteliers, je ne vais pas dire les appliquer, mais se dire ça, pour moi, c'est pertinent, ça, c'est bien trop compliqué, je ne vais pas mettre une alarme qui bip, faire venir. Mais voilà, de bien appliquer toutes les recommandations et de voir ce qu'on peut faire. Et je trouve que ton idée de l'encart de sécurité dans le livret d'accueil, c'est extrêmement important. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est d'avoir conscience des risques qui peuvent exister dans le logement qu'on exploite. Et c'est là que, si j'ai bien compris, Security Score, non, attends, Security Score, je l'ai Security bien dit Score. cette fois-ci. Secure Score. Et ça fait 3 fois je le dis, 3 fois je me trompe, c'est malheureux. Intervient en fait, et finalement avec un bilan, tu peux arriver quand même à définir ton niveau de risque et donc avoir des actions à mener. Exactement. En fait, on propose une formule en auto-évaluation. Donc si vous avez bien les informations du logement, vous avez bien le logement en main, en moins de 20 minutes en ligne, c'est faisable, sachant qu'on peut s'arrêter et reprendre. Et vous obtenez une note en fait qui va de A à E, comme le Nutri-Score, et qui vous donne votre niveau de sécurité du logement. Ça vous permet en fait de faire un diagnostic, de savoir quels sont les axes à améliorer pour minimiser le risque. Le risque zéro n'existe pas. L'idée, c'est de vous donner les moyens de limiter au maximum le risque et de pouvoir prouver que vous l'avez fait. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que chez SecureScore, on est également dans la prévention. Ça veut dire qu'on écrit assez régulièrement des articles de blog sur des sujets, donc l'accueil des enfants, le risque notamment au niveau des barbecues, au niveau des piscines, la sécurité incendie, qui sont gratuits et en ligne. Donc n'hésitez pas à vous informer. En vous informant, vous pourrez peut-être également vous-même identifier et anticiper les risques et les besoins du voyageur. C'est quoi le nom du site, l'adresse du site? Securescore.fr. Il n'y a pas de tiret, rien. Rien du tout. Plus Eh c'est ben, simple, plus c'est efficace. on vous le mettra bien sûr dans le descriptif de l'épisode pour que vous puissiez vous y rendre et aller voir justement toutes les ressources gratuites. Et alors, on parle souvent de bons plans dans le triplex qu'on arrive à négocier pour nos auditeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous proposer quelque chose pour justement à destination de nos auditeurs? Alors effectivement, initialement, nous, on ne voulait pas que le coût soit un frein pour les propriétaires. Donc, on est parti sur une offre à 18 € de l'auto-évaluation. Par rapport à le prix d'une nuitée est assez faible par rapport au coût que pourrait avoir un incident dans un logement. Pour les podcasteurs qui nous écoutent, avec un code promo, le triplex, vous avez une auto-évaluation offerte. Bon, alors voilà. Grâce au podcast, vous allez sur securescore.fr, auto-évaluation, et puis avec le code le triplex, vous avez votre diagnostic offert. Ça, c'est cool, Marie. C'est vraiment cool. L'idée, vraiment, c'est d'apporter de l'information parce que dans ce domaine-là, il y en a très peu. On t'avait déjà reçu à l'occasion d'un épisode, on va refaire la même chose que pour l'épisode précédent. Si vous avez des questions pour Marie, alors j'imagine que via ton site, ils ont la possibilité de s'en poser, mais n'hésitez pas à nous laisser en commentaire de la vidéo, de l'épisode, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, où vous pouvez nous retrouver quelques jours ou quelques heures après la diffusion sur les plateformes d'écoute de podcast. Laissez-nous des commentaires et on transmettra bien évidemment les questions à Marie qui vous répondra, soit directement dans les commentaires, ou soit on trouve vos coordonnées et on vous répond, on vous envoie un petit mail. Et si ça se trouve, si on se rend compte qu'il y a un sujet redondant ou à approfondir, avec grand plaisir, je reviendrai vous voir pour
approfondir un ou plusieurs sujets selon les besoins de vos auditeurs. Eh ben, écoute, c'est parfait. On arrive au terme de cet épisode. Marie, est-ce que tu veux ajouter un dernier mot? Oui, effectivement, on va me dire que c'est ma réplique préférée. Notre idée, nous, chez SecureScore, c'est pas de vous mettre des obligations et d'imposer des normes. On préfère qu'il y ait une réglementation pour que ce soit plus clair pour vous, mais actuellement, vous sensibilisez et vous informez. La base de la sécurité, c'est l'information. Et on est là également pour répondre à vos questions. Bon, bah écoute, c'est super. Je trouve que c'est un épisode, tu vois, on n'avait jamais abordé cette thématique-là. Comme tu le dis, il y a souvent des confusions entre la sécurité et la sûreté, et je trouve que c'est extrêmement dommage d'en parler uniquement quand il y a des problèmes. Comme tout, prévenir est mieux que guérir. Donc, si on a pu apporter notre pierre à l'édifice pour déjà sensibiliser et pousser nos auditeurs, les gens qui écoutent le triplex, à aller creuser le sujet, que ce soit avec toi, pourquoi pas avec votre assureur qui a un devoir de conseil sur le sujet, qui peut bon, peut-être aussi vous faire peur, mais bon, c'est le rôle d'un assureur. Mais vraiment, aller vraiment rencontrer aussi, aller chercher de l'information pour pousser le sujet, parce que chaque logement a ses spécificités, et donc il faut aussi adapter la sécurité aux spécificités et aux risques de son logement. Et ne devenez Marie, pas le prochain fait divers. ne devenez pas... Ouais, et franchement, et tu sais quoi? On va le mettre en titre. Ça va être terrible, ça. Merci, merci Marie, vraiment pour ta participation dans le podcast. J'ai trouvé que c'était un sujet hyper intéressant, un petit peu effrayant, euh, mais bon, c'est pas parce que ça fait peur, on va utiliser des gros mots, on va exagérer un peu. C'est pas parce que ça fait peur qu'il faut pas en parler. Donc il faut anticiper et pas justement ne pas être le prochain fait divers. Merci Marie pour ta participation. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pensez à l'évaluation 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Marie. Très belle journée. Ciao.